Il y a des transformations géopolitiques majeures, tu sais, de véritables basculements tectoniques qui se produisent parfois totalement sous le radar. Ouais, masqué par le bruit ambiant de l'actualité quotidienne en fait. Exactement. Eh bien, nous sommes le 22 février 2026 et aujourd'hui, notre exploration en profondeur plonge au cœur d'un de ces changements radicaux. Une rupture historique qui redessine discrètement la carte des alliances mondiales. Mhm. L'évolution, ouais, ou plutôt la métamorphose totale de la relation entre la France et l'Algérie. C'est ça. Le lien entre ces deux pays a longtemps été perçu, à tort ou à raison d'ailleurs, comme une constante incontournable. Ouais, presque une donnée fixe de la diplomatie méditerranéenne. Mais les dynamiques actuelles montrent que les fondations même de cette relation sont en train d'être entièrement déconstruites. Prendre la mécanique de cette déconstruction, notre décryptage s'appuie aujourd'hui sur une source très spécifique. C'est la transcription détaillée d'une vidéo de la chaîne YouTube Le Marteau des Faits. Très bonne source d'ailleurs. Ouais. Notre mission d'aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi cette relation historique semble sur le point de se fracturer. Et surtout, d'analyser comment l'Algérie redessine de manière extrêmement pragmatique ses alliances sur l'échiquier mondial. Sans plus attendre l'assentiment de qui que ce soit. Voilà. Mais attends, avant d'entrer dans la mécanique de cette rupture, il est indispensable de formuler une précision vitale pour notre auditoire. Bien sûr. Vas-y. Les documents que nous analysons aujourd'hui mentionnent des personnalités politiques spécifiques, notamment Ségolène Royal. Il y a aussi des critiques très directes envers les politiques gouvernementales françaises, actuelles et passées. Mhm. Donc il est crucial de rappeler à ceux qui nous écoutent que cette émission maintient une neutralité absolue. Notre rôle ici n'est pas du tout de prendre parti, Non, pas du tout. ni de cautionner une quelconque position politique, qu'elle soit de gauche ou de droite. La démarche, c'est uniquement d'examiner et de reporter les faits et les arguments tels qu'ils sont exposés par la source fournie. Pour cartographier les forces en présence, en fait. Exactement. Le cadre est posé. Parfait. Bon. Décortiquons tout ça. La source commence par jeter une lumière vraiment crue sur un constat politique assez sévère, soulevé par Ségolène Royal. Oui, elle intervient ici en tant que présidente de l'association France-Algérie et bien sûr ancienne candidate à la C'est présidentielle. ça. Le document rapporte qu'elle adresse des critiques sans détour à l'égard de Paris. Et le terme qui résonne, celui qui structure vraiment son analyse, c'est le mot condescendance. Ah oui, le mot est fort. Il est très fort. Elle pointe du doigt une grille de lecture diplomatique française qui serait restée bloquée dans le passé. Ce qui entraîne forcément une mauvaise appréciation des réalités actuelles de l'autre côté de la Méditerranée. Tout à fait. Et cette notion de condescendance, d'après la source, elle se matérialise par une erreur stratégique fondamentale. C'est la volonté d'imposer des conditions préalables, unilatérales, avant même d'entamer des discussions de fond. Ou avant les visites officielles de haut niveau. Ouais. L'analyse cite un exemple hypersensible, celui de l'expulsion des migrants. Ah oui, c'est le point de friction classique. En conditionnant des rencontres diplomatiques à la résolution d'enjeux de politique intérieure française, la diplomatie donne l'impression de dicter ses termes, d'exiger des gages de bonne conduite, quoi. Avant de daigner s'asseoir à la table des négociations, ce qui braque inévitablement l'interlocuteur, tu t'en doutes. Forcément. Lier des questions migratoires qui sont d'une sensibilité politique énorme en France à des visites d'État en Algérie, c'est comme dire on vient vous voir, mais seulement si vous réglez nos problèmes d'abord. Sur le terrain, et la source le souligne bien, cette méthode est perçue comme de l'instrumentalisation pure et simple. Ouais, l'idée que Paris ne cherche pas à co-construire un avenir commun, mais plutôt à utiliser Alger comme un bouc émissaire pour ses propres défis internes non résolus. Et cette approche, basée sur la pression, elle se heurte aujourd'hui à un mur de briques. La méthode traditionnelle, héritée d'une époque où la symétrie des pouvoirs était évidente, elle est décrite comme étant devenue totalement inopérante. Elle ignore les transformations profondes de l'État algérien sur la dernière décennie. D'ailleurs, Ségolène Royal ne s'est pas contentée de discussions de salon ministériel. Non, elle a fait du terrain. Voilà. Le document mentionne qu'elle a préparé un rapport hyper fouillé pour le président de la République française. Elle a échangé avec des chefs d'entreprise locaux, avec des jeunes de la société civile. Et la recommandation centrale qui en ressort bouscule pas mal de certitudes. Ce qui est fascinant ici, c'est la nature de cette recommandation. Mhm. Il ne s'agit pas de proposer un énième ajustement de traités commerciaux. Le rapport insiste lourdement sur la nécessité d'une reconnaissance claire et sans ambiguïté du passé colonial. Oui, mais attention, la nuance de la source est super importante. Absolument. Cette reconnaissance n'est plus perçue ni formulée comme une simple courtoisie protocolaire. C'est désormais acté comme une étape politique et structurelle indispensable. C'est devenu la fondation.
Sans ça, on ne peut plus rien construire. C'est ça. C'est un peu comme essayer d'ériger un immense gratte-ciel commercial sur un terrain dont les droits de propriété sont encore contestés au tribunal. Excellente analogie. Tant que le litige de base n'est pas purgé, les acteurs locaux refuseront de valider les plans. Exact. Le rapport précise bien qu'ignorer ces dossiers mémoriels lourds, ça nourrit une méfiance structurelle. Et ça finit par saboter n'importe quel accord stratégique ou commercial. Et pendant que le débat public français reste souvent polarisé sur ces questions d'identité ou de frontières, l'Algérie, de son côté, opère une mutation silencieuse mais implacable. Ah ouais, la restructuration globale de leur économie extérieure. Le pays a cessé de jouer la montre. L'attentisme a cédé la place à une hyperactivité diplomatique et commerciale. Pour rendre cette dynamique tangible pour ceux qui nous écoutent, imaginez la stratégie d'une multinationale gigantesque. Vas-y, je t'écoute. Pendant un demi-siècle, cette multinationale a bâti toute sa chaîne de production en se reposant presque exclusivement sur un seul fournisseur historique. Ça crée une vulnérabilité extrême. Bien sûr, une dépendance totale. Et un jour, le conseil d'administration réalise que ce fournisseur utilise son monopole pour imposer ses prix, ses délais, ses orientations. La réaction logique, ce ne sera pas de négocier à la marge. Ce sera de lancer un plan massif de diversification. Exactement. Elle va sourcer de nouveaux fournisseurs sur d'autres continents, les mettre en concurrence et réécrire intégralement le cahier des charges de ses appels d'offres, pour que plus personne n'ait le monopole. Et c'est précisément la stratégie que déploie l'Algérie à l'échelle d'une nation entière. Oui, les nouveaux acteurs sollicités affluent en masse, Ouverte aux capitaux asiatiques. sans oublier les investissements massifs des pays du Golfe. L'époque du face-à-face exclusif avec Paris s'est définitivement révolue. C'est terminé. Et ça ne se limite pas au Nord ou à l'Asie. L'exploration de notre source montre que l'Algérie se projette aussi sur son propre continent. Oui, la projection africaine. Ils ont une volonté farouche de devenir une puissance régionale incontournable. Ça passe par la construction de corridors d'infrastructures, des accords panafricains, des projets énergétiques transsahariens. Si l'on relie cela à une vue d'ensemble, cette stratégie prend tout son sens. Cette prolifération d'accords n'est pas une simple coïncidence du marché. C'est une doctrine d'État assumée. La source indique que l'objectif fondamental, c'est de sanctuariser la souveraineté nationale contre les fluctuations politiques d'une seule capitale étrangère. En fragmentant ces alliances, l'Algérie dilue le pouvoir de nuisance de n'importe quel partenaire individuel. Elle se donne le luxe de pouvoir choisir à la carte. Ce qui nous amène à l'impact direct et brutal de cette politique, le déclin économique français sur le terrain. La source ne fait pas dans la dentelle là-dessus. Non, elle décrit un véritable électrochoc pour les entreprises hexagonales. Leurs parts de marché se sont effondrées face à cette nouvelle concurrence. Et la raison principale, c'est le changement drastique des règles du jeu. Les cahiers des charges se sont complexifiés. Les exigences algériennes sont passées d'un modèle d'importation simple à un modèle de co-développement contraint. Ça veut dire quoi concrètement pour une entreprise étrangère ? Le document parle d'obligation d'intégration locale et de transfert effectif de technologie. Tu ne peux plus juste expédier des conteneurs depuis l'Europe. C'est la fin du modèle de comptoir commercial ? Exactement. Il faut investir dans des infrastructures de production sur place, sourcer localement et surtout s'engager à former la main-d'œuvre et les cadres algériens. Donc, une boîte tech ne peut plus juste vendre ses logiciels et repartir avec l'argent. Elle doit créer un centre de recherche sur place et transférer sa propriété intellectuelle. Et beaucoup d'entreprises françaises n'y étaient pas préparées. Anesthésiées par des décennies de facilité. Résultat, les concurrents internationaux qui ont l'habitude de ces clauses dans d'autres pays émergents, ils raflent tout. C'est ça. Mais l'aspect industriel est saisissant, oui. Pourtant, la source pointe un autre phénomène, plus insidieux et très symptomatique de cette rupture. Ah oui, l'effacement de l'influence linguistique. Le français perd son monopole de fait dans l'administration, l'enseignement supérieur et le monde des affaires. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que la langue n'est jamais neutre. Non, c'est le logiciel avec lequel on pense et on structure l'économie. Le document rapporte des observations sur ce basculement majeur. Au profit de l'arabe, pour l'ancrage identitaire, bien sûr, mais surtout au profit de l'anglais pour le commerce international. Le déploiement de l'anglais s'accélère à une vitesse fulgurante dans les secteurs à haute valeur ajoutée. L'ingénierie, la médecine, la recherche, les affaires. Les implications pratiques sont gigantesques. Imagine un groupe français de BTP. Depuis 40 ans, il gagne des appels d'offres rédigés en français, négociés en français, avec des hauts fonctionnaires formés dans le même moule. Le confort total, quoi. Et soudainement, le cahier des charges de la nouvelle centrale solaire est publié en anglais. Les négociations se font dans la langue de Shakespeare avec des ingénieurs algériens formés au MIT ou à Londres.
L'entreprise française perd instantanément son avantage comparatif historique. Elle redevient un compétiteur banal face aux Chinois ou aux Américains. Adopter l'anglais, pour l'Algérie, c'est la méthode la plus efficace pour signifier son refus de rester confiné dans l'ancienne sphère d'influence. Ce qui introduit le concept le plus profond de notre exploration. Le changement de paradigme générationnel. La source met en évidence une transformation psychologique massive. Les leviers de décision sont désormais entre les mains d'une nouvelle génération. Ces décideurs ont étudié à l'étranger. Ils sont connectés aux flux asiatiques ou anglo-saxons. Leur cartographie mentale n'a plus rien à voir avec celle de leurs prédécesseurs. Les documents citent une expression qui résume tout. Pour cette nouvelle élite, la France est aujourd'hui considérée, je cite, comme un partenaire parmi d'autres, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. La froideur chirurgicale de cette formule est terrible. Elle liquide d'un trait de plume des décennies de relations passionnelles. La fin du lien affectif est consumée. L'époque où l'histoire commune pesait dans la balance des contrats, c'est fini. L'évaluation se fait au laser. Rentabilité, transfert d'expertise, respect de la souveraineté. C'est tout. C'est le principe de réalité brute qui s'impose, la disparition de la prime d'ancienneté. Cela soulève une question importante. Comment une nation anciennement dominante peut-elle réinventer sa présence dans un environnement hyper concurrentiel? C'est la grande question. Peut-on survivre quand il faut démontrer chaque jour que sa valeur ajoutée technologique est supérieure à celle d'un concurrent asiatique qui est souvent moins cher et plus souple politiquement? Pour notre auditoire, il y a là une véritable leçon sur l'adaptation. Ça dépasse la géopolitique. Que ce soit une entreprise tech face à des startups ou une alliance diplomatique, le mécanisme de l'échec est le même. Se reposer sur ses acquis? Voilà, penser que sa position de leader est un droit inaliénable, la complaisance face à un environnement qui innove, c'est mortel. Le document conclut sur l'inefficacité des grandes déclarations d'intention. L'Algérie de 2026 n'achète plus de slogans sur l'amitié entre les peuples sans actes tangibles. Des usines qui sortent de terre, des ingénieurs formés, des relations purgées de toute ingérence moralisatrice. Exactement. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au moment de dresser le bilan de notre exploration Égée? Eh bien, la France se retrouve face à un carrefour stratégique avec deux voies. La première option, c'est de s'entêter, s'accrocher aux vestiges d'une influence déclinante. Le risque majeur, documenté par les faits, c'est l'effacement pur et simple. À force de refuser de changer de logiciel, on est désinstallé du système. Et la seconde voie, c'est la refonte totale de l'approche diplomatique. Accepter une relation désacralisée, expurgée de son bagage émotionnel, bâtir un partenariat fondé sur un réalisme froid. Se négocier d'égal à égal, sans menacer de pression politique unilatérale pour forcer un contrat. Troquer l'illusion d'une relation d'héritage contre l'exigence d'une relation de performance. Et ça m'amène à une réflexion finale, pour ceux qui nous écoutent, une réflexion qui prolonge les concepts de notre source. Pendant des décennies, la doctrine occidentale s'est gargarisée du concept de soft power. La fameuse puissance douce culturelle. Voilà, l'idée que le rayonnement d'une culture, l'usage d'une langue commune, c'était le filet de sécurité ultime. Un bouclier pour protéger les alliances économiques. Sauf que, quand on observe avec quelle aisance un pays peut pivoter vers de nouveaux horizons linguistiques, remplacer une langue par une autre dans ses appels d'offres, simplement parce qu'un autre partenaire propose de meilleures usines et un meilleur financement, la question mérite d'être posée. est-ce que le concept même de soft power n'est pas devenu une illusion obsolète, pulvérisée par le pragmatisme économique pur? Si le partage d'une langue ne pèse plus un gramme face à un meilleur contrat de transfert technologique, la diplomatie culturelle classique est peut-être déjà morte sans qu'on s'en soit aperçu. L'observation est redoutable, car elle ébranle les écoles de diplomatie traditionnelles. Considérer que l'attractivité culturelle seule puisse compenser un déficit de compétitivité industrielle, c'est peut-être l'erreur d'analyse la plus coûteuse du siècle. Il y a de quoi alimenter la réflexion pour les jours à venir. Analyser ces courants profonds nous rappelle qu'il faut garder un esprit critique, rester curieux des forces invisibles qui restructurent les équilibres mondiaux. Et ne jamais hésiter à remettre en question les évidences du passé. C'est la seule méthode valable pour ne pas se laisser surprendre par l'histoire en marche. Merci de nous avoir accompagnés dans ce décryptage. À très bientôt pour une nouvelle analyse en profondeur.